Bonjour, nous sommes là donc pour faire une synthèse des actualités sur la spondyloarthrite au cours de ce congrès. Il n'y a pas de grand scoop, mais beaucoup de données qui viennent agrémenter et compléter nos connaissances. En premier lieu, une présentation qui s'est intéressée au fait de savoir si les spondyloarthrites répondaient aux différents systèmes de critères de classification. Et c'est une très large étude qui s'appelle ASAS-COMOSPA, qui a été réalisée dans 22 pays sur 5 continents et qui contient un grand nombre de patients. Et pour cette analyse, ont été sélectionnés près de 1700 patients dont les données étaient disponibles au niveau de l'imagerie et du HLA-B27. Sans entrer dans les détails, une grande majorité des patients répondaient aux différents critères de classification en même temps. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et la deuxième chose, c'est que quand les patients répondaient à un seul de ces critères, le plus souvent, c'était les critères ASAS. Et ceci aussi bien pour les spondyloarthrites axiales que les formes périphériques. Dans les données présentées, il a été mentionné qu'un CRP était plus souvent augmenté dans le bras clinique de la classification ASAS qui recoupe des données retrouvées dans d'autres études. Une deuxième question est de savoir quel est le délai diagnostique de la spondyloarthrite actuellement par rapport aux données que l'on connaissait auparavant. Auparavant, dans des études réalisées au début des années 2000, le diagnostic de spondylarthrite ankylosante se faisait avec un retard d'environ 8 ans par rapport au début des symptômes. Pour analyser à nouveau ceci en France, ont été regroupées 2 études observationnelles transversales, l'une appelée COSPA, réalisée en 2009 sur 260 patients environ, et l'autre appelée PYRIC, réalisée en 2013-2014 sur 167 patients. Donc un total de 432 patients qui avaient une durée d'évolution moyenne de près de 14 ans, donc qui n'étaient pas des formes récentes, et dont 70% avaient une sacroélite radiographique. Dans cette étude, le délai diagnostique moyen est d'environ 5 ans, et surtout, il est intéressant de noter que la médiane du délai diagnostique est de 2 ans, ce qui signifie que 50% des patients avaient été diagnostiqués à moins de 2 ans d'évolution. Ces résultats, ils vont dans le sens d'une publication danoise très récente qui montre un important raccourcissement du délai diagnostique entre l'année 2000, où il était de 5 ans et demi, donc proche des résultats de cette étude, et l'année 2011, où il n'était que de 4 mois. Et donc il est certain que, notamment depuis les nouveaux critères de classification et l'utilisation de l'IRM, le délai diagnostique s'est tout à fait raccourci. Alors un grand sujet d'actualité, ce sont les rapports entre la spondyloarthrite et la fibromyalgie. Il y a eu 2 présentations, une allemande et une française. Plusieurs questions. La première question est la suivante. Est-ce que les patients atteints de fibromyalgie répondent aux critères ASAS de spondyloarthrite axiale? Pour répondre à ceci, les Allemands ont réalisé une étude sur 214 patients, 93 ayant une fibromyalgie. Il s'agissait essentiellement de femmes, dont seulement 7,5% étaient porteuses de l'antigène HLA-B27, et 91 patientes atteintes de spondylarthrite axiale, 28% de femmes et 80% HLA-B27. Il y avait 71 spondylarthrites ankylosantes et 20 spondylarthrites axiales non radiographiques. Alors, le principal résultat, c'est qu'aucun des patients et aucune des patientes ayant une fibromyalgie diagnostiquée par le rhumatologue ne répondait aux critères ASAS de spondylarthrite axiale. Alors, ceci a beaucoup satisfait les Allemands qui ont réalisé l'étude et dont finalement le but principal était très académique, était de valider les critères ASAS. Mais ce qui donne une spécificité de 100% qui apparaît un peu étonnante, si ce n'est miraculeuse. On peut rappeler que dans l'étude de validation
des critères ASAS, la sensibilité était de 83%, la spécificité de 84%. Et il est possible que la méthodologie utilisée ici ne permette pas de répondre aux questions que nous posons, notamment chez les femmes qui ont des symptômes récents, une imagerie normale et qui ne sont pas HLA-B27 positives. Alors la deuxième question est de savoir quelle est la prévalence de la fibromyalgie, du syndrome fibromyalgique chez les patients atteints de spondyloarthrite. L'étude allemande que je viens de citer a retrouvé une prévalence de 14% en utilisant les critères 1990 de fibromyalgie et de 34% en utilisant les critères 2010 de fibromyalgie. Une autre étude française réalisée à l'hôpital Cochin sur 195 patients pour lesquels une spondyloarthrite avait été diagnostiquée par le rhumatologue a utilisé l'auto-questionnaire FIRST, qui est un auto-questionnaire simple comportant 6 questions. Il faut au moins 5 des 6 questions pour être considéré comme fibromyalgique, qui est un outil de diagnostic rapide validé. La prévalence retrouvée de la fibromyalgie était de 21,5%. Il est intéressant de noter que cette prévalence était identique dans le bras imagerie et dans le bras clinique de la classification ASAS. Et on peut rappeler, dans une étude publiée en 2014, une étude italienne avait retrouvé une prévalence de la fibromyalgie d'environ 15%. Troisième question, existe-t-il des différences entre les spondylarthrites répondant aux critères de fibromyalgie, donc ayant possiblement une fibromyalgie associée ou secondaire, et les spondylarthrites ne répondant pas à ces critères? Dans l'étude allemande, les patients ayant une fibromyalgie associée avaient des scores de douleur et de score Basdai plus élevés que les autres. Et dans l'étude française, il y avait une plus grande fréquence de femmes, même si cela n'était pas significatif. Il y avait une plus grande fréquence des anthésites. Les scores Basdai et BASFI étaient plus élevés. Il y avait une plus grande fréquence des antécédents dépressifs. Et de manière intéressante, le maintien thérapeutique d'un premier anti-TNF est apparu plus faible, ce qui nécessite d'être confirmé, notamment par des études en cours. Alors une autre question très importante est celle de la physiopathologie de la formation des syndesmophytes. En 2012 a été publié un travail sur l'étude ACERT qui avait montré une valeur prédictive des coins vertébraux inflammatoires en IRM sur le développement de nouveaux syndesmophytes radiographiques. Et puis les travaux de Maximovitch au Canada ont démontré un rôle important des coins vertébraux graisseux en IRM dans le développement des nouveaux syndesmophytes, avec des résultats allant dans le sens d'une séquence inflammation, involution graisseuse ou fibreuse et développement du syndesmophyte. En conséquence, les données de l'étude ACERT ont été reprises pour analyser à la fois les coins vertébraux inflammatoires et les coins vertébraux graisseux sur les IRM à l'inclusion à S24 et à S102, et ceci en étudiant la valeur prédictive sur la formation de nouveaux syndesmophytes aux mêmes coins vertébraux entre S0 et S102. Alors les résultats sont un peu complexes, mais finalement les messages sont assez simples. La présence d'une inflammation IRM ou d'une lésion graisseuse à un moment quelconque de l'évolution est prédictive de l'apparition d'un nouveau syndesmophyte, avec des odds ratios que vous voyez ici aux alentours de 2. Et en fait, la force de cette valeur prédictive est augmentée si l'on associe inflammation ou graisse, soit au même moment, soit de manière séquentielle, sur ces IRM réalisés à 3 moments. Et la séquence temporelle, c'est-à-dire l'évolution d'une inflammation
vers une transformation graisseuse au même coin vertébral comporte un odds ratio aux alentours de 3 pour la prédiction d'un nouveau syndesmophyte. En revanche, l'absence de toute anomalie IRM est protectrice de l'apparition d'un nouveau syndesmophyte. Ces résultats vont donc dans le sens tout à fait des travaux de Maximovitch. Une autre question qui concerne l'évolution structurale enfin IRM et structurale est le rôle des anti-TNF. En effet, des études ont montré que sous anti-TNF, on a une régression des lésions inflammatoires, c'est une donnée bien connue, mais également qu'il pouvait y avoir une augmentation des lésions graisseuses. Et donc, il y a eu des craintes sur le fait que les anti-TNF pourraient aggraver les lésions structurales de la spondylarthrite. Pour analyser le rôle respectif d'un anti-TNF et d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, les auteurs ont repris l'étude INFAST, qui est une étude comparative sur 28 semaines, entre un groupe infliximab plus naproxène et un groupe placebo plus naproxène, avec des IRM réalisés à S0 et à S28. Si l'on analyse le pourcentage de nouvelles lésions graisseuses à S28 sur un site où il y avait une inflammation initiale qui a disparu, on retrouve pour les sacroiliaques que ceci se produit dans 63% des cas sous infliximab et 58% sous naproxène. Et pour le rachis, 28% sous infliximab et 34% sous naproxène. Donc ce mécanisme d'évolution de l'inflammation vers la transformation graisseuse en IRM n'apparaît pas plus fréquente sous anti-TNF que sous anti-inflammatoires non stéroïdiens. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'il y a plus de résolution des lésions inflammatoires sous anti-TNF par rapport à un anti-inflammatoire non stéroïdien. Autre question qui touche l'évolution structurale des anti-inflammatoires non stéroïdiens est la suivante. Deux études antérieures étaient en faveur d'un effet protecteur des anti-inflammatoires non stéroïdiens pris en continu ou à dose maximale par rapport à une dose intermittente sur l'évolution structurale. Une étude appelée EDRADAS a été menée pendant 2 ans. C'était une étude randomisée sur 167 patients entre, d'une part, un groupe traité par diclofénac en continu et un groupe traité par diclofénac à la demande. Environ 73% des patients ont terminé l'étude et ont été l'objet de l'analyse. Le résultat est le suivant. L'analyse radiographique à 2 ans n'a retrouvé aucune différence statistiquement significative entre les deux groupes. Et même sur le plan numérique, il y avait plus de progression structurale dans le groupe traitement continu par rapport au groupe à la demande. Vous voyez ici sur ce graphe point par point, la courbe les points en bleu foncé par rapport à ceux en bleu clair. En bleu foncé, ce sont les ronds de traitement en continu et les triangles en bleu clair à la demande. La progression structurale semble plus importante, même si ce n'est pas tout à fait significatif, dans le traitement continu. Donc des résultats qui vont à l'encontre des résultats des études précédentes. Une question intéressante dans la spondylarthrite, puisqu'il y a des données assez bien connues dans la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique, est de savoir s'il existe une courbe et donc une relation entre la concentration de l'anti-TNF qui s'appelle adalimumab et l'efficacité thérapeutique. Et donc des auteurs d'Amsterdam qui s'intéressent beaucoup au sujet ont réalisé une analyse après 24 semaines, d'une part de l'efficacité clinique d'un traitement par adalimumab à dose standard 40 mg toutes les 2 semaines, et puis ils ont dosé l'adalimumab sérique résiduel, c'est-à-dire avant l'injection.
Ils ont réalisé cette étude chez 102 patients consécutifs atteints de spondylarthrite ankylosante. Et les résultats pour les dosages d'adalimumab ont été poolés par groupe de patients selon le taux sérique. Vous voyez sur la courbe qu'en fait, il n'y a aucune courbe de concentration-efficacité, aucune corrélation que l'on voit apparaître entre le taux sérique d'adalimumab et l'efficacité clinique, ce qui pose de nombreuses questions. Les auteurs soulignent que certains patients avec des taux très faibles ou indosables avaient une réponse clinique. Et parmi les questions, il y a le fait de savoir s'il ne serait pas pertinent de faire ces dosages, par exemple, entre 2 injections pour voir ce qu'il se passe. Alors, on peut rappeler également ici, puisque c'est un sujet très d'actualité, les spondyloarthrites axiales non radiographiques traitées par anti-TNF. Donc, de nombreuses études selon les anti-TNF ont été réalisées et ont été présentées à nouveau lors de ce congrès. L'étude Go-Ahead, qui est une étude qui touche donc les spondyloarthrites axiales non radiographiques avec un intérêt particulier car les radiographies ont été revues de manière centralisée. Et les résultats ont été analysés d'une part dans la population entière et d'autre part dans la population appelée OSI, qui est une population qui présente des signes inflammatoires objectifs, soit à l'IRM sacro-iliaque, soit avec augmentation de la CRP. Cette population OSI représentait 80% de l'ensemble de la population. Alors, vous voyez ici le critère principal de jugement qui est le critère ASAS 20 à la 16e semaine, qui vous montre à gauche l'efficacité du golimumab dans la population générale de l'étude et à droite une efficacité encore plus importante dans la population OSI. Cette même efficacité dans la population générale est retrouvée sur les critères ASAS 40, BASDAI 50 et la rémission partielle ASAS avec des différences qui sont significatives et tout à fait intéressantes cliniquement. Mais si on regarde le petit groupe de patients qui n'a pas d'inflammation biologique ou à l'IRM initialement, il n'a pas été retrouvé de différence entre le golimumab et le placebo. Non, toutefois, ce sous-groupe de population était de faible effectif. Et je terminerai sur le rôle du tabac dans la réponse aux anti-TNF. Ceci a été démontré, un rôle négatif dans la polyarthrite rhumatoïde et c'est mal connu dans la spondylarthrite ankylosante. Et donc, les Danois, avec leur célèbre registre DanBio, ont regardé l'effet du tabagisme en cours, tabagisme passé et arrêté, ou bien jamais de tabagisme. Et ils ont regardé, d'une part, le rôle sur la réponse à 6 mois, selon le score BASDAI 50, 20 mm, et d'autre part, sur le maintien thérapeutique. Le tabagisme en cours, par rapport à jamais de tabagisme, diminue les taux de réponse à un anti-TNF, quel que soit l'anti-TNF, et ceci aussi bien chez les hommes que chez les femmes, donc diminue la réponse à l'anti-TNF. Et d'autre part, vous voyez sur cette courbe les différences significatives pour le maintien thérapeutique entre les patients qui sont fumeurs et toujours fumeurs, donc la courbe inférieure, et les patients qui n'ont jamais fumé, qui est la courbe supérieure. Et donc, les patients qui n'ont jamais fumé ont un meilleur maintien thérapeutique. Les patients qui ont des antécédents de tabagisme ayant une courbe un peu intermédiaire, mais qui se rapproche des patients qui fument toujours. Voilà donc pour le tabagisme, et c'était les actualités de la spondylarthrite au cours de ce congrès. Au revoir.